Bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de 20 ans. En 2022, vous connaissez le principe de l'émission. Nous avons des jeunes, des experts pendant 1 heure qui vont s'exprimer sur un sujet qui concerne de près la jeunesse. Mais c'est un sujet qui nous intéresse tous. Place aujourd'hui au rapport des jeunes au travail, alors que de plus en plus de jeunes diplômés rêvent d'un autre monde. Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. Alors, simple mode ou tendance de fond, au-delà, quelles sont les attentes des jeunes en termes de conditions de travail, de flexibilité, de salaire, de sens ? On va en débattre sur ce plateau. Et pour parler du métier qu'ils ont quitté et dont ils rêvent, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous avez 24 ans, vous venez d'Annecy, où vous venez de vous lancer comme coach en développement personnel et professionnel et comme préparatrice mentale. Votre credo, eh bien, c'est l'humain d'abord. Vous qui avez tenu 2 mois, je crois, dans votre premier boulot de chasseuse de tête, où vous ne vous retrouviez pas. On va en parler, bien sûr. À côté de vous, Bérangère Lecreusa. Bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous habitez à Paris et vous, après une école d'ingénieur en aéronautique, vous avez commencé à travailler dans cette industrie et puis vous avez décidé de changer de voie, notamment pour des raisons environnementales. Face à vous, Romain Ben David, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle corporate et climat social de l'IFOP. Vous avez récemment publié une note pour la Fondation Jean Jaurès autour des nouvelles aspirations des Français au travail. Je vous cite, aspirations aiguisées par la crise sanitaire. Je cite également votre dernier livre, Les chemins de l'égalité, les femmes, les hommes et le travail, c'est audition de l'Aube. Et c'est coécrit avec Flora Baumelin. Et enfin, à côté de vous, Étienne Glaise, bonjour. Bonjour, Trentanoui. Vous êtes journaliste à l'Étudiant, vous êtes chargé de l'emploi des jeunes. L'Étudiant qui publie ce mois-ci un dossier sur les attentes des jeunes diplômés et puis un classement de leurs entreprises préférées. Et d'abord, on va donc tenter dans cette émission de brosser un portrait des attentes de la jeunesse quant au travail. Est-ce qu'ils ont un rapport plus distancié au travail? Est-ce qu'ils sont plus attentifs à leur équilibre de vie, notamment après la crise sanitaire que nous venons de traverser? C'est ce que l'on va voir avec Audrey Vétaz. Bonjour Audrey. Bonjour. La première chose que l'on peut dire, Audrey, c'est que les jeunes n'ont pas la même vision du travail que leurs aînés. Pas du tout. Plus question de faire carrière, fini ce temps-là. Pour les jeunes, il n'est donc plus question de s'user à la tâche pour espérer avoir ensuite une bonne retraite, comme ça pouvait être le cas pour leurs parents. Alors la valeur travail est toujours là, certes, mais elle n'est plus au centre des priorités. Regardez ce graphique. Selon une étude réalisée par BVA Opinion pour une école de commerce, pour 45% des jeunes de 18 à 24 ans, plus question de mettre entre parenthèses un aspect de leur vie pour espérer réussir professionnellement. Seuls 33% pourraient encore tout sacrifier, des jeunes pour qui le CDI n'est plus la panacée. Quand on leur demande ce qu'ils préfèrent, les 18-24 ans sont plus nombreux à répondre qu'ils pourraient exercer des emplois différents dans des entreprises différentes, quitte à démissionner. Ils sont plus exigeants aussi. D'après un autre sondage réalisé par Elab, cette fois-ci, au moment du recrutement, 64% des jeunes de 18 à 25 ans n'accepteraient pas un salaire inférieur à leurs prétentions. Ils souhaitent aussi avoir des horaires plus flexibles pour passer plus de temps avec leurs proches. Alors pourquoi et d'où vient tout ce changement? Des crises, qu'elles soient climatiques, économiques, elles poussent à revenir à l'essentiel et notamment à avoir du temps libre pour profiter. Mais vous vous en doutez, c'est la crise du Covid qui a modifié les choses en profondeur. De nombreux emplois étudiants ont disparu pendant les différents confinements, ce qui a poussé de nombreux jeunes à prendre conscience que la vie ne se résume pas au travail. Et maintenant, c'est même le travail qui vient à eux. Pour éviter une génération sacrifiée par le Covid, l'État a mis en place de nombreuses mesures, notamment, on s'en souvient, le plan Un jeune, une solution pour aider les moins de 25 ans. Résultat, 2 ans après, le chômage est au plus bas depuis 40 ans, au-dessous des 16%, alors qu'il dépassait les 20% en 2019. Les employeurs ont besoin d'eux et ça permet aux jeunes d'être un peu plus exigeants quand il s'agit de choisir leur emploi. Merci beaucoup Audrey pour toutes ces explications. On va voir si ce que vous dites s'applique à nos invités aujourd'hui, notamment à Manon, puisque pour vous, c'est vrai, être salarié, le CDI, ce n'était pas forcément le Graal. Vous avez commencé à travailler comme salarié, comme chasseuse de tête, et puis vous avez quitté ce travail au bout de 2 mois seulement. Pourquoi? Alors parce que je ne me retrouvais pas dans ce poste-là. J'ai fui, je pense, à 2 choses. C'était un mode de vie qui ne me correspondait pas,
passer 60 heures enfermée dans un bureau derrière un ordi, c'est pas ce que je voulais. Et j'ai aussi... C'est plutôt le côté sédentaire ou c'était la durée aussi? Parce que bon, évidemment, 60 heures par semaine, ça peut se comprendre. Ouais, le côté sédentaire, d'arriver le matin à 8 heures au bureau et de repartir avant 19 heures. Et le fait de partir à 18 heures, je sens que j'étais mal vue, en fait, que j'étais regardée, ça me posait souci. Et ça me mettait en sacrifice d'autres choses dans ma vie que j'aime faire, en fait. Et j'avais plus cet équilibre vie pro et vie perso qu'aujourd'hui j'ai besoin d'avoir, en fait. On va parler de ce que vous avez choisi de faire ensuite. Mais vous aviez déjà fait 2 ans d'alternance et de stage avant cet emploi. Et déjà là, vous vous étiez aperçu que vous n'adhériez pas à la mentalité. C'était quoi cette mentalité? Alors moi, j'ai fait 5 ans d'études dans le commerce spécialisé dans le sport. Et c'est vrai que dans certaines expériences professionnelles, je ne me retrouvais pas dans le sens que je donnais à ça. En fait, j'avais l'impression que certaines entreprises ou certains managers étaient prêts à vendre à tout prix. Et quand je dis à tout prix, c'est des conséquences humaines et des conséquences aussi environnementales. Et ça, c'est pas quelque chose qui me plaît. La question environnementale, elle est au cœur, vous, de votre changement de parcours. Bérangère, on va commencer par parler un petit peu peut-être de votre vie d'avant. Vous avez commencé en travaillant dans l'industrie aéronautique. Qu'est-ce qui vous a conduit déjà, vous, à travailler dans ce secteur? Moi, c'était par passion, parce que dans mes proches, dans mon entourage, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de personnes qui travaillaient dans l'aéronautique. Donc c'était vraiment par passion au départ. Donc j'ai suivi cette passion pendant une tout le famille cursus de mes pilotes, études. de gens qui travaillent dans cet environnement. Donc ouais, donc j'ai des proches qui travaillent là-dedans. Et puis ensuite, c'était un peu par défaut, et puis par passion. Donc j'ai beaucoup apprécié mes premières années, mes années d'études étaient super intéressantes. Moi, ça me nourrissait beaucoup. Et au final, en arrivant sur le marché du travail, ensuite, ma première expérience était plutôt de l'ordre de l'opérationnel, donc j'avais pas trop le temps de cibler, enfin de visualiser les règles commerciales, les règles financières, etc. de ce milieu-là. Et puis vous avez basculé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous disiez qu'il fallait en partir? C'est un modèle qui vous a plus convaincu? Ouais, donc c'est le modèle, plus le modèle industriel en fait, et puis le volume aéronautique en général que je trouve trop gros et je pense pas que ce soit très sérieux en fait. Par rapport à quoi? Par rapport à l'environnement? Par rapport à l'environnement, ouais. Et en fait, donc je me rends compte pendant le Covid surtout. J'ai beaucoup de temps pour moi parce que je travaille en compagnie aérienne, donc l'activité était complètement à l'arrêt. Et donc j'ai pris du temps, j'ai lu, je me suis renseigné, j'ai regardé des reportages, mais tout ça plutôt axé sur l'environnement quand même. Donc je me suis pas mal instruit à ce niveau-là. Puis j'ai vu des choses que je voulais certainement pas voir au départ. Et puis Qu'est-ce que vous avez vu que vous voyez pas au début? Oh non, mais en tant qu'étudiant et puis jeune travailleur dans ce marché, dans ce milieu industriel assez lourd, il y a forcément il y a toujours eu des contestations, des contestataires. Et puis quand on travaille là-dedans en tant que jeune, lancé un peu dans ce marché et qui s'épanouit, parfois on n'a pas trop envie d'entendre certaines choses. Et au final, avec du recul, le Covid m'a permis de prendre ce temps de recul en fait. Et vous n'avez pas eu peur de démissionner donc? Non. Donc j'ai démissionné en septembre et je pars vers de nouvelles aventures, du coup. On va parler de vos projets, de vos nouvelles aventures. Mais Romain Ben-David, c'est intéressant ce que dit Bérangère. Il y a eu ce petit moment d'introspection lié à la crise sanitaire. Cette crise, vous en avez parlé dans l'une de vos études cet été, elle a joué un rôle important dans la transformation du rapport des Français au travail et singulièrement des jeunes. Oui, elle a incontestablement joué un rôle catalyseur, même si on avait déjà des signes avant-coureurs avant. Mais il y a un score qui est emblématique. On a posé à l'IFOP même question à 30 ans d'intervalle sur l'importance du travail dans sa vie. En 1990, vous aviez 92% des actifs qui disaient que le travail est important. Aujourd'hui, 86%, donc il reste important. En revanche, la proportion de personnes qui considèrent qu'il est très important s'est effondrée. Elle est passée de 60% en 1990 à 24% aujourd'hui. Donc le travail demeure important, mais il n'est plus aussi structurant. Et c'est pas forcément facile à admettre parce la question du travail a longtemps été au centre des débats politiques et philosophiques autour d'une
peu une dialectique aliénation, émancipation, ou selon ça. Ah ben, on a tout le débat actuellement sur la valeur travail, Voilà, bien exactement. sûr. Donc de gauche, vous pouviez vous libérer par le travail, prendre le pouvoir dans les usines, comme on disait. À droite, c'est plutôt s'émanciper par le travail. Aujourd'hui, cette valeur n'est plus centrale, et c'est ce qui est difficile à admettre par beaucoup de politiques. Oui, effectivement, on les voit essayer. Ils ne savent plus trop où ils en sont sur la question du travail. Étienne Glaise, est-ce que ce que nous disent nos jeunes sur ce plateau, ça recoupe, vous, ce que vous observez dans les attentes des jeunes diplômés? Alors, dans le classement qu'on a publié à l'étudiant la semaine dernière, on interroge des étudiants et des jeunes diplômés plutôt de formation longue, Bac+5, école d'ingénieur, université, école de commerce. La préoccupation environnementale est montante, mais le critère numéro 1 des jeunes pour rejoindre une entreprise aujourd'hui, c'est la rémunération. Ça reste le salaire, voilà. Ça reste le salaire, alors que l'année dernière, avec l'ambiance de travail et la culture de l'entreprise, les deux, avec le critère de la rémunération, étaient à égalité. Aujourd'hui, à 83%, ils nous disent mon critère numéro 1, c'est la rémunération. En 2, alors, sauf peut-être pour les diplômés de l'université, qui nous disent plutôt l'ambiance de travail, la culture d'entreprise. Mais sinon, nous, on le voit aussi sur nos salons de l'étudiant, où les jeunes et leurs parents, bien sûr, sont en quête de formation. Et la première question qu'ils posent, c'est les débouchés. C'est des débouchés professionnels, est-ce que je vais avoir du boulot? Je suis d'accord que c'est peut-être moins central le travail, effectivement, l'enquête de l'IFOP le montre très bien sur 30 ans, mais ça continue de structurer un individu, l'emploi du temps, voilà, la question du sens reste effectivement importante, mais il y a un double sens. C'est le sens pour moi de ce travail que j'accomplis et qui peut être des fois un emploi très modeste. Avoir une grosse rémunération et bien gagner sa vie, c'est aussi un sens qu'on peut vouloir donner. Et puis moins vous êtes diplômé, plus la rémunération vous y êtes attaché, parce que je pense que la rémunération, en fait, elle cristallise tout. C'est-à-dire qu'un bon job aujourd'hui, il est bien payé. Et ce que recherchent les gens aujourd'hui, la plupart, ça a du sens. La rémunération, elle vient couronner un ensemble, voilà, un job de qualité, utile pour moi, enfin pour la société, pour le bien commun, et qui est bien rémunéré. Alors, je pense que dans les attentes des jeunes, c'est un peu cette revanche de je recherche des bons jobs, des good jobs, qui permettent de remplir le frigo aussi, hein, parce qu'il y a l'inflation. Pour les jeunes, c'est tout nouveau, l'inflation. Ils ne connaissent pas. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas eu une inflation galopante. Donc c'est ça leur fait peur, parce que c'est nouveau. Et puis, oui, cette quête d'un métier qui soit utile pour la société. Ce qui est vrai que la préoccupation environnementale, elle progresse considérablement, mais c'est le 8e ou le 13e critère. C'est sur le top 3 s'il y a 3 critères, c'est l'ambiance de travail, la culture d'entreprise et la rémunération. Et puis la flexibilité des horaires, ça a été évoqué, c'est pouvoir s'organiser comme on veut. Mais la RSE, ça arrive en 8e position dans les écoles d'ingé et en 13e position dans les écoles de management. Oui. Un peu plus chez les diplômés de l'université. Vous parlez de flexibilité du travail, on va en parler. La flexibilité, l'organisation du travail, le télétravail sont donc aujourd'hui aussi des sujets importants. C'est le cas pour Michel Berg, alias Michou Bidou sur TikTok. Bonjour Michel. Bonjour Tram. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous travaillez aujourd'hui à Berlin, après avoir travaillé à Paris et fait vos études à Lyon. Et vous parlez beaucoup de votre rapport au travail sur votre compte TikTok, et vous avez imposé vos conditions pour travailler. Quelles sont-elles, ces conditions auxquelles vous tenez tant? Alors déjà, moi, il y a le télétravail. C'est vrai que je fais le choix de postuler uniquement aux offres qui sont en 100% télétravail, même si c'est des 3 jours ou 2 jours de télétravail, ça ne me convient pas, c'est vraiment 100%, j'y tiens beaucoup. Et ensuite, l'autre condition que je regarde avec beaucoup d'attention, c'est le fait de pouvoir avoir des horaires de travail fixes. C'est-à-dire que je ne veux pas que ça déborde en dehors des horaires du travail. Je veux vraiment qu'il y ait un respect du volume horaire qui est indiqué dans le contrat de travail. Qu'est-ce qui vous ennuie dans le fait d'aller au bureau? Pourquoi est-ce que vous voulez du télétravail à 100%? Bah déjà, ça me permet moi de gérer, je peux aller au sport le matin, donc je perds moins de temps à aller au bureau. Et puis aussi, je trouve que quand on reste en télétravail, on est beaucoup plus productif. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude du Conseil national de la productivité qui a bien indiqué qu'il y avait une augmentation de 5 à 9% de la productivité quand les salariés sont en télétravail. Donc, il y a ce fait-là. Et aussi, quand on est au bureau, on est beaucoup trop sollicité. Alors que quand on est au télétravail, on peut ne pas répondre aux messages dans la minute, par exemple. Mais les collègues, ça vous manque pas? Pas du tout. Les collègues, on peut les avoir, comme je vous ai en visio, vous voyez.
Alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que vous nous avez expliqué que vous n'avez pas toujours travaillé de cette façon-là. Vous avez travaillé au début, lorsque vous avez commencé à travailler en agence de com à Paris. Et à l'époque, ce n'était pas du tout, mais pas du tout la même histoire, hein. Absolument. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé en agence de communication et c'est le confinement avec la crise sanitaire qui a tout déclenché. C'est-à-dire que moi j'ai ressenti oui, une angoisse au travail et on avait l'impression qu'on nous en demandait toujours plus. C'était plus d'urgence, toujours plus de travail. Et puis à un moment donné, voilà, j'ai décidé de sonner la fin de la récré, d'avoir une reprise en main de mon destin et j'ai dit à mon patron qu'il va falloir faire un choix. Soit on choisit la quantité, soit il faut choisir la qualité, mais je ne pourrais pas faire les 2. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai su que je n'allais pas rester dans ce domaine de la communication corporate. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous habitez à Berlin, vous trouvez qu'il y a de grosses différences dans la façon de travailler entre l'Allemagne et la France, des cultures d'entreprise différentes, de travail différentes? Alors c'est vrai que ça fait moins de 2 ans que j'y suis, mais ce que je peux observer déjà à mon niveau, c'est que au niveau de l'Allemagne, il y a beaucoup moins la culture du présentéisme, hein, qui est beaucoup présente en France malheureusement. Moi, je me souviens quand j'étais en stage en agence de communication, les consultants ne partaient jamais avant que le patron ne parte, alors que, ils avaient potentiellement fini leur travail. Donc ça, c'est quelque chose, qui m'avait beaucoup marqué et comme le disait, Manon avant, quand on partait à 18 heures, les gens nous regardaient, de travers, comme si, on n'avait pas de travail à faire, ce genre de choses. C'est juste qu'on était mieux organisés, et cetera. Et aussi en Allemagne, on a plus, la culture du dialogue social, ou même on donne plus d'autonomie aux salariés en réalité. C'est Oui. ça que je peux observer. Bien, merci beaucoup Michel d'avoir répondu à toutes mes questions et je rappelle votre compte TikTok, hein, Michoubidou, où vous parlez notamment beaucoup de votre rapport au travail. Merci beaucoup. Romain Ben David, ce que raconte Michel Berg, c'est aussi une tendance, hein, qui est conceptualisée, qui s'appelle le quiet quitting, l'idée de ne pas en faire plus que ce que prévoit son contrat, plus que ce que prévoient vraiment ces horaires-là. Est-ce que pour vous c'est emblématique d'une génération aujourd'hui? Alors oui et non, c'est emblématique dans la mesure où on peut poser la question, c'est un peu y répondre, c'est-à-dire que c'est pas tabou aujourd'hui de dire que je ne fais que ce qui est demandé et j'en fais pas plus. Le dialogue, ce n'est pas que l'employeur qui impose ses conditions, le rapport de force est un peu inversé et le salarié peut aussi, a fortiori les jeunes, dire je fais juste ce qui m'est demandé. Dans les faits, il y a une certaine admiration effectivement pour le quiet quitting. Maintenant, chacun personnellement reste impliqué dans son travail. C'est-à-dire que le fait que le travail soit moins central ne veut pas dire qu'on ne travaille plus. Et nous, on voit. C'est ce que dit Michel Berg. Il dit Exactement. Je télétravaille pour être plus productif. Exactement. Et ça ne veut pas dire que je travaille moins. Voilà, il faut pas en conclure que parce que le travail n'est pas central, on est devenu une société de paresseux. On a à peu près 75% des salariés qui estiment en faire plus que ce qui est demandé. Et c'est justement là où est le problème, c'est qu'en contrepartie, ils n'estiment pas être reconnus, et pas uniquement par le revenu, que leur travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, qu'ils n'ont pas suffisamment la possibilité de se projeter dans leur entreprise. Tout ça expliquant les envies de démission et le fait qu'on n'a pas forcément cette fidélité qu'on peut voir notamment en Allemagne, puisque c'est intéressant, culturellement, c'est exactement. la même En chose. Allemagne, quand on pose la même question aux salariés allemands, ils ont beaucoup plus le sentiment qu'ils peuvent évoluer dans leur entreprise et que leur travail est reconnu à sa juste valeur. Or, on n'est pas mieux payé en Allemagne qu'en France. C'est simplement une culture managériale qui est différente. Le télétravail est aussi un bon exemple. En France, on l'a beaucoup adopté à marche forcée pendant la crise sanitaire. En Allemagne et au Royaume-Uni, il y avait déjà un taux de salariés en télétravail très important avant qu'on soit obligé de le faire pendant la crise sanitaire. Béranger, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que dit Michel? Ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, il n'a pas hésité à quitter un travail qui lui convenait pas du tout. Lui, au niveau des horaires, au niveau de la culture d'entreprise, ça vous fait plus peur, hein, de démissionner aujourd'hui, hein? En tout cas, pas à vous. Ça vous a pas fait peur non plus, hein? Non. Bah, c'est parce qu'il y a une conviction derrière et qu'elle a du sens en fait. Et du coup, moi j'ai eu peur. Forcément, j'ai eu peur, mais le risque valait le coup. J'avais plus peur de rester sur ma chaise et puis continuer dans ce confort en continuant à avaler mes doutes et à avaler mes frustrations. J'avais plus peur de ça que de franchir le pas. Et puis j'ai aussi la chance de ne pas avoir énormément d'attaches et d'être assez libre dans ma vie perso pour pouvoir me permettre. C'est une caractéristique aussi, souvent quand on est jeune, ça devient forcément plus difficile quand on fonde une famille, quand on commence à avoir un prêt immobilier, etc. Absolument. Et moi, dans mon cas, donc, c'était que j'avais cette flexibilité-là, donc j'en ai profité. Et voilà. Oui.
En tout cas, vous avez eu vraiment éprouvé ce besoin de vous retrouver. Manon aussi, vous avez choisi de monter votre entreprise. Le salariat, c'était pas forcément pour vous. Et puis, c'est intéressant, vous avez choisi de quitter votre entreprise à l'issue de la période d'essai. Là, pour vous, c'était d'égal à égal. La période d'essai, c'était pour vous et c'était pour l'entreprise. C'était pour les deux en même temps. Oui, alors c'est moi qui ai décidé de partir parce que je ne me retrouvais pas dans ce poste-là. J'ai eu très peur au moment de démissionner. Je pense que c'est aussi l'ego qui a peur de faire face à des injonctions auxquelles nous, les jeunes, on fait beaucoup face en ce moment. C'est les jeunes, vous êtes des paresseux, vous ne voulez pas travailler. Et j'avais peur d'être face à ça, en fait, alors que ce n'était pas le cas. Dans votre entourage, vous aviez peur de cela, de réactions aussi, qu'on vous dise... Alors, forcément, en fait, ça fait peur à mes parents qui voient leur fille, qui leur dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un rêve que j'avais depuis un moment, mais ils me disaient faut attendre, en fait. Fais-toi une petite carrière avant, mets-toi des sous de côté pour un jour faire tout ça. C'était des choses sur... j'ai été formée, en fait, en complément de ma profession pour ça, mais j'avais pas l'ambition même si je l'avais dans la tête, de me lancer tout de suite. Qu'est-ce qui a joué le rôle d'accélérateur alors ? Cette démission, en fait. Je me suis dit, mais moi, ce que je veux vraiment faire, c'est ça qui me plaît. Et aujourd'hui, le fait de faire un métier qui me passionne, moi, c'est la priorité, avant l'objet financier. Même question, comment a réagi votre entourage, vous, quand vous avez choisi de démissionner ? D'autant plus que vous nous le dites, l'industrie aéronautique, vous baignez dedans depuis que vous êtes tout petit. Ouais. Alors, ça fait quelques mois maintenant que vraiment je me sentais moins bien au travail. Et puis mon entourage s'en est rendu compte, en fait. Donc quand j'ai démissionné et que j'ai un projet qui s'est construit derrière, mon projet, quand j'en ai parlé, en fait, ça a plus rassuré mon entourage sur mon bien-être, je pense. Et ils ont été très encourageants. Oui, ils étaient inquiets pour vous. Vous vous sentiez vraiment pas bien, je veux dire, oui. psychologiquement ? Ouais. Psychologiquement, non, mais dans mon travail, oui, je me sentais... je sentais les incohérences et je les vivais. Donc mon entourage était rassuré. Ouais. Quand j'ai démissionné et que j'ai annoncé mon projet et qu'en plus, derrière, j'ai réussi à aboutir, tout le monde était content et très encouragé. Étienne Glès, on le voit, on a des jeunes avec des attentes personnelles par rapport à leur travail, que ce soit en termes de conditions de travail, de rémunération, de sens. Est-ce que du coup, les entreprises doivent aujourd'hui s'adapter à tout cela ? Mais les jeunes sont plus exigeants et ils ont raison. Ce qui est très symptomatique avec les témoignages de Manon et de Béranger, c'est peut-être les aspirations contradictoires. C'est une génération qui n'est pas désimpliquée du tout, qui est prête à donner beaucoup de son temps au travail, à condition que ce soit en phase avec les valeurs auxquelles ils aspirent. À la fois, ils sont très connectés, très individualistes. On le voit, quand on est en 100% télétravail, c'est moi d'abord, et l'entreprise, le collectif de travail, le fait qu'aussi le travail nous inscrit dans un groupe. Mais c'est moi d'abord. On ne s'épanouit pas forcément dans la collectivité, c'est ce qu'on a entendu avec Michel. À la fois une génération très individualiste et en même temps très hypersensible par rapport à l'impact des activités humaines, de l'entreprise, des organisations sur la planète. Ça sont des enjeux, ils ont parfaitement, on sent presque, on entend parler. Ça, c'est le grand combat collectif par excellence. Moi, je ne suis pas si, mais il y a presque de l'éco-anxiété. Effectivement, c'est quelque chose qui est mesuré chez jeunes. Et c'est formidable, effectivement, cette période Covid, d'avoir... Qu'est-ce que je cherche vraiment ? Moi, je me demande s'il n'y a pas aussi dans les témoignages, là, une erreur peut-être dans l'orientation, ou est-ce que, je veux dire, ça s'est mal passé dans cette entreprise, mais ça ne veut pas dire que... si vous voulez, l'entreprise n'est pas le diable, c'est vraiment ce qu'on disait, c'est ambivalent. Ça peut être un lieu d'épanouissement personnel, de formation. Je pense qu'il y a une quête des jeunes aussi. Ils veulent bien rentrer dans une entreprise, parce que forcément, c'est un choix, on sacrifie beaucoup de choses. Ils veulent bien s'investir, et c'est la majorité des jeunes dans le sondage, mais ils veulent encore pouvoir progresser et évoluer. Et ils veulent zapper aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a renoncé, il va monter un projet personnel, qu'il ne retournera pas. Et un bon DRH, il peut y avoir des allers-retours. On va pouvoir faire des... Moi, j'ai eu des DRH qui m'ont dit, il y en a qui nous quittent. Là, c'était un patron dans la construction, un DRH de la construction, qui me disait, ils nous quittent, ils montent leur expérience. Des fois, ils montent un business, une start-up, ils vont accumuler des expériences chez les concurrents. Et nous, il faut qu'on soit capable de les laisser revenir, enrichis des expériences qu'ils sont allés faire ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Romain Ben David, effectivement, les entreprises qui aujourd'hui font face à des problèmes de pénurie, on en parle beaucoup en France, elles ont besoin de s'adapter à ces nouvelles demandes, aux nouvelles demandes des Français et notamment celles des jeunes.
Oui, complètement. Effectivement, les entreprises ont beaucoup de mal à recruter, mais le premier moyen finalement pour ne pas avoir du mal à recruter, c'est d'abord de fidéliser aussi ses ressources. Et en France, on a peu encore cette culture, parce que j'en parlais tout à l'heure, de la valorisation de l'interne. Et effectivement, pour les plus jeunes, la possibilité de leur donner de se projeter. C'est-à-dire exercer un métier qui a du sens, qui soit utile, c'est important, mais quand les jeunes parlent de sens, c'est aussi pour dire pouvoir s'épanouir dans l'entreprise, donc ça veut dire pouvoir s'y projeter et pouvoir par exemple se former à d'autres métiers éventuellement dans une entreprise ou à d'autres activités, ce que des entreprises prennent encore beaucoup pour une menace parce qu'ils pourraient partir pour aller ailleurs, alors que c'est au contraire un levier de fidélisation. Et puis vous ne pouvez plus aujourd'hui uniquement recruter un jeune, même si c'est important, sur une question de salaire ou de poste hiérarchique. Il y a la notion d'abord de responsabilité de l'entreprise, en quoi elle est utile pour la société, comment elle permet aux jeunes de se projeter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement l'organisation de son temps, qui est très important pour l'ensemble des Français, mais encore plus pour les jeunes. Le fait d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. On ne parle pas beaucoup des jeunes femmes qui sont souvent dans la tête de famille, qui sont souvent surreprésentées dans les familles monoparentales, mais qui ont aussi d'autres contraintes à côté et qui ne peuvent plus aussi facilement jongler entre des horaires de travail stricts et d'autres préoccupations qui ne sont pas que des loisirs. Alors on va jeter un œil aussi sur les entreprises préférées des étudiants. Étienne Glès, c'est un classement qu'a fait, l'étudiant. Donc les étudiants et les jeunes diplômés, ils préfèrent comme entreprise en numéro 1 Airbus Group. Ensuite, en 2 arrive Decathlon, Air France KLM. Et ensuite, Thales. Je voudrais un mot sondé sur quelques grandes entreprises. Voilà, un mot de décryptage. Et puis, je voudrais quand même la réaction de Béranger, parce que c'est intéressant. Voilà. Il y a quand même 4 entreprises de l'industrie aéronautique. Voilà, non, c'est la revanche un peu de l'industrie. Oui, mais l'industrie aéronautique a été à l'arrêt pendant la crise du Covid. Donc, en 2021, c'est vrai qu'elle n'était pas, c'était pas Air France, Thales ou Airbus qui étaient dans les entreprises préférées. C'est surtout vrai chez les ingénieurs. Mais c'est assez classique. Hein, nos étudiants jeunes diplômés, ils sont assez conformistes. Hein, c'est quelque chose d'assez constant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La majorité peut-être de nos étudiants et nos jeunes sont attirés par les belles entreprises. C'est un peu la revanche du monde industriel et c'est très très bien aussi parce que moi je crois beaucoup que l'industrie a été négligée dans ce pays depuis 20 ans et on a des enjeux de souveraineté et ça peut avoir du sens aussi pour faire la transition écologique, la transformation, la décarbonation de l'économie. On aura besoin des ingénieurs. Moi je me souviens toujours du patron de Michelin qui m'a dit mais dites à vos jeunes de venir parce que nous on ne pourra pas aller aussi vite s'ils ne rejoignent pas nos entreprises, s'ils ne rejoignent pas l'industrie. On a besoin de... Voilà, c'est les jeunes qui vont la faire. C'est la nouvelle génération. La mienne, elle descend. Eux, ils montent. Mais si vous dites, les enjeux de souveraineté, de transition écologique, de décarbonation de l'économie, qui sont quand même les enjeux majeurs de ce début de 21e siècle et du moment, ils ne peuvent se faire que si les jeunes vont s'investir dans les activités économiques. Béranger, est-ce que ça vous fait réagir, ça, l'idée aussi de pouvoir transformer l'industrie de l'intérieur et puis de voir ce classement, c'est-à-dire, voilà, ce type d'industrie que vous avez quitté, ça reste les industries qui font encore rêver les jeunes diplômés. Alors le classement, il ne m'étonne pas du tout, hein, parce que moi à 23 ans, j'étais hyper attiré par ces entreprises-là et j'encourage les jeunes qui veulent y aller, parce qu'il faut qu'ils se fassent leur idée de ce monde et peut-être déconstruire ensuite l'espèce de publicité un peu qui est mise en place par les grandes écoles, par les partenariats, etc. Peut-être qu'il faut venir se faire son avis. Il y en a qui se plaisent très bien là-dedans, et tant mieux pour eux. Il y en a qui se plaisent moins, comme moi. C'est quand même très très difficile, si je peux me permettre, aujourd'hui, même si on n'a pas encore mis les pieds dans l'entreprise, avec tous les moyens de communication qu'on a, de déconstruire la marque employeur sans y avoir mis les pieds. Je veux dire, c'est ce que dit Béranger. Voilà, il faut peut-être aller tester. Il y a des sites de notation, il y a des témoignages, tout ça n'est pas filtré, c'est assez libre et on peut très vite, avant même d'avoir mis les pieds dans l'entreprise, en se renseignant un petit peu sur elle, et quand on postule, il faut se renseigner sur l'entreprise où on va, pour arriver quand même à avoir des informations. Hein, sur. Ensuite, je pense que le même poste à un moment peut-être n'a pas de sens pour moi, mais aura pour un autre diplômé de la même école du sens. Hein. Encore une fois, c'est quel sens ça a pour moi. C'est ce que je fais, ça, je comprends ce que je fais ou je comprends pas, ou c'est voilà, c'est. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai, hein, les jeunes démissionnent aujourd'hui davantage qu'hier. Et pour beaucoup, cela se couple avec la volonté de trouver un travail plus en adéquation avec leurs valeurs. On en a 2 exemples sur ce plateau. Leur choix contraste parfois avec leurs études ou leur premier métier. Portrait avec Samia Dechir de 2 jeunes en quête de sens. S'il n'y a que 10 mètres carrés, on ne fera jamais l'opportunité, mais on estime que les gens respectent notre cahier des charges, tu vois. Sa carrière aurait pu être toute tracée. En 2019, Oscar Lustin sort d'HEC,
l'une des plus prestigieuses écoles de commerce françaises. Un poste latent chez Danone, avec un beau salaire à la clé, mais quelque chose lui manque. Je trouvais ça plus compliqué, on va dire, dans un grand groupe, d'apporter vraiment ma pierre à l'édifice et que ce soit mesurable, que ce soit vraiment de A à Z, je sois convaincu que ce que je fasse au quotidien ait une utilité pour la société, pour l'environnement. À 22 ans, il décide alors de se lancer dans l'économie sociale et solidaire. Avec un ami de sa promotion, il monte Domani, une entreprise qui crée des colocations pour personnes âgées en perte d'autonomie dans la région bordelaise. On va voir ce que ça donne. On essaie une autre couleur ? Chaque semaine, il leur rend visite, met la main à la pâte. À presque 25 ans, il gagne à peine plus du SMIC, un parcours bien différent de celui de ses camarades d'HEC. Pourtant, Oscar Lustin ne renie rien de ses études. Je ne suis pas totalement en rupture avec mon école parce qu'on a quand même appris des choses qui nous servent au quotidien pour monter des projets viables sur le long terme. Donc ça, c'est important de ne pas, on va dire, tout mettre dans le même panier. Et du coup, moi, je me sens en rupture par certains aspects avec la volonté de créer quelque chose de plus social. Et ça, il n'y avait pas trop dans les études, les écoles de commerce, ce genre de choses. Donc ça, il y a une certaine forme de rupture, mais j'essaie quand même de garder ce qu'on nous a appris, parce que ça nous permet ensuite d'avoir un impact positif plus grand que si jamais on n'avait pas fait ces études. Cécile Thibault, elle aussi, a choisi de bifurquer. Diplômée de Sciences Po Paris, elle est aujourd'hui maraîchère bio près de Liège, en Belgique. Alors là, je suis en train de récolter des blettes. Titulaire d'un double cursus sciences politiques et environnement, elle n'a au départ que quelques notions agricoles et choisit de se former sur le tas dans des fermes. C'est un métier qui est hyper complexe parce que en fait, si tu veux être diversifié, tu as une 60aine de légumes qui ne se comportent pas pareil. En fonction de la saison. Autant dans des métiers de bureau, j'avais l'impression qu'à un moment, on avait fait le tour. Là, ce qui est génial, effectivement, en agricole, c'est que je pense que tu t'ennuieras jamais, quoi. Jamais, jamais, jamais. Et bah, superbe, c'est fait. Cécile Thibault a d'abord eu un parcours plus classique. Chef de projet chez Suez, elle travaille sur l'accès à l'eau potable. Le poste l'intéresse, mais elle cherche quelque chose de plus opérationnel qu'elle n'arrive pas à obtenir. Quand j'ai dit j'aimerais bien avoir un poste opérationnel, travailler, peut-être passer en directeur d'usine, parce qu'il y a des petites usines, en fait, les stations d'épuration, c'est pas forcément très grand, ou directeur d'équipe réseau. On m'a dit, mais voilà, est-ce que tu es sûr ? C'est un milieu très masculin, la production, c'est l'usine. Bifurquer vers l'agriculture n'a pas été une décision difficile à prendre. Sa carrière a pris un virage à 180 degrés et pourtant, Cécile Thibault n'a pas le sentiment d'avoir fait un choix radical. On peut être un temps dans de la partie très concrète, très production, et ensuite aller peut-être travailler pour des associations. Je pense qu'il faut des deux. En revanche, je pense qu'il y a des entreprises dans lesquelles il ne faut plus travailler. N'allons pas bosser chez des gens dont l'organisation est destinée à ne pas aller vers le bien commun. Ça part au lavage. Le maraîchage pour elle n'est pas une quête de sens, plutôt une expérience au plus près du terrain, et rien ne dit qu'elle ne travaillera pas de nouveau un jour dans un bureau, à condition d'y trouver un poste en accord avec ses valeurs. Manon, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces parcours de vie ? Et puis, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que bien qu'ils aient bifurqué, ni l'un ni l'autre ne renient leur expérience passée. Ils estiment que les expériences peuvent s'enchaîner, s'accumuler et être différentes les unes des autres. Forcément, ça me parle parce que j'ai à peu près le même parcours du fait d'avoir été dans le commerce et finalement partir vers un métier de l'accompagnement dans la relation d'aide. Ça a été dit, mais moi, mes 5 ans d'études dans le commerce m'apportent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Oui, vous avez besoin des fondamentaux pour pouvoir construire une entreprise, tenir, je ne sais pas, une comptabilité, voir si vous allez pouvoir être rentable, etc., vous en sortir. Oui, c'est ça, et puis c'est hyper important, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai plus et une vraie force d'avoir toutes ces connaissances-là. Mais aujourd'hui, de le faire dans quelque chose qui fait sens, qui passionne, et je pense que c'est ça, en fait. Moi, le mot maître, c'est le sens. Et Bérangère, est-ce que ça vous fait réagir aussi ce que nous dit cette jeune femme, notamment à la fin, elle dit aujourd'hui, on peut plus se permettre de travailler dans des entreprises qui n'ont plus
un rôle vertueux? Alors c'est fort parce que souvent ces entreprises-là sont des énormes groupes et emploient beaucoup de gens, donc c'est pas si simple. C'est assez radical, vous trouvez? Oui, c'est assez radical. Maintenant, le message est audible. Et en fait, le système, il est comme il est. Aujourd'hui, il existe. Si on ne fait pas des actions individuelles pour mettre sous contrainte ce système, donc ces systèmes de grosses entreprises, il faut... je ne pense pas qu'il y ait des décideurs qui puissent changer ces modèles qui ont été construits sur des décennies et sur une grosse expérience. Il faut que ce soit des actions individuelles qui partent souvent d'en bas. Et puis chaque individu, par son unicité, peut apporter quelque chose. Et même au sein d'un grand groupe comme ça existe déjà. Hein. Mais oui, exactement ce que j'allais vous dire, puisque cette volonté des étudiants de grandes écoles de vouloir façonner un monde plus vertueux, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers mois. On l'a retrouvé dans les appels de Polytechnique, de Sciences Po, d'AgroParisTech, d'HEC, toutes ces grandes écoles qui, lors de la remise de diplôme, ont choisi ce moment hautement symbolique pour faire un appel à l'engagement. Ils ont aussi publié, on voit ces images qu'on a vues au début de l'émission, et ça c'était l'appel d'AgroParisTech. Et puis il y a aussi eu une tribune qui a été publiée récemment dans les Échos avec quand même 830 étudiants de l'X HEC AgroParisTech Centrale Supélec, intitulée « Nous ne travaillerons pas pour Total, sauf si », et là je cite une des choses qui est dite dans cette tribune, « Nous ne sommes pas dupes tant que de nouveaux projets fossiles seront lancés par l'entreprise, nous ne la rejoindrons pas, quel que soit le poste ». Étienne Glès, Romain Ben David, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous c'est une tendance de fond ou est-ce que c'est une forme de mode, même si peut-être que c'est au-delà de la mode? Là, c'est quand même 830 étudiants, des appels qu'il y a eu dans absolument toutes les grandes écoles. Je pense que c'est une tendance on est sur une tendance de fond. Et pour rebondir sur ce que disaient Manon et Béranger, leur exemple aussi montre bien que c'est pas le travail qui est rejeté dans l'absolu, c'est l'emploi tel qu'il se présente actuellement. Et on peut faire un parallèle avec la politique. On voit un très fort taux d'abstention chez les jeunes. Ça ne veut pas dire du tout que les jeunes se désintéressent de la politique, mais en revanche, il y a une défiance vis-à-vis des grandes institutions actuelles, mais ils vont trouver d'autres formes de mobilisation. On le voit avec les manifestations, les marches pour le climat, par exemple. Les jeunes ne sont pas dépolitisés. Là, c'est l'emploi tel qu'il est présenté qui fait beaucoup moins envie. Après, pour ce qui est de ces jeunes de grandes écoles, j'ai un petit bémol dans la mesure où refuser de travailler dans une entreprise, il faut encore pouvoir se le permettre. Chez les jeunes, on est sur une catégorie qui n'est pas du tout homogène. Oui. Vous avez la moitié à peu près des jeunes qui sont étudiants, d'autres qui ne le sont pas. C'est un luxe de pouvoir refuser une entreprise. Voilà, une moitié des jeunes qui vivent dans la précarité. Il y a encore un clivage très fort, insider, outsider, être intégré économiquement et ne pas l'être. Et on sait tout ce que ça implique en termes d'indépendance par rapport à sa famille, en termes de logement, pour pouvoir se projeter davantage. Donc effectivement, quand on sort d'une grande école, on peut le refuser. Pour beaucoup de jeunes, le but, c'est quand même encore de s'intégrer dans la vie active. Vous êtes d'accord, il y a peut-être autant d'aspirations de jeunes que de catégories sociales. Tous les jeunes qu'on a en plateau à distance ou ceux qui sont l'élite des grandes écoles, vous avez tous Bac+5, voilà, et là, il y a beaucoup aussi, il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont encore en galère, pour qui l'insertion professionnelle, c'est une quête. Je ne parle même pas des travailleurs de plateforme ou des livreurs, parce qu'on les fait travailler aussi, qui sont le précariat d'aujourd'hui. C'est mets-toi à ton compte, on les oblige à se mettre à leur compte en auto-entrepreneur. Ils prennent des risques considérables, c'est pas les employeurs qui prennent des risques. Je pense que le salariat, ça reste une quête pour beaucoup de jeunes diplômés, et encore une fois, la rémunération pour quelqu'un qui est à Bac ou à Bac+2 ou à Bac+3, aujourd'hui, c'est de la reconnaissance et ça a de la valeur et ça leur donne... voilà, ils ont l'impression de... C'est très important de pouvoir... La quête du CDI, pouvoir tout ce que ça permet effectivement en logement, appartement, remplir le frigo, encore une fois, l'inflation en galopante. Ils ont peur de ça. Moi, il y a plusieurs DRH qui m'ont dit ça et c'est bien normal que la rémunération arrive à la première question qu'ils posent en entretien d'embauche. Devant la flexibilité, est-ce que je pourrais avoir mes horaires quand le travail le permet? Parce qu'on parle beaucoup du télétravail, mais ce que je constate, c'est que l'argent, c'est pas sale. Regardez les métiers passion, les métiers de sens, les métiers les plus utiles qui sont infirmiers, aides-soignants, professeurs, et il y a une crise des vocations. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal payés. Sont mal payés, oui. Et puis, il faut se le payer quand même, de pouvoir lancer son auto-entreprise. C'est votre cas, Manon. Vous avez repris en parallèle votre job étudiant. Enfin, voilà, c'est un choix quand même où vous sacrifiez une partie de votre confort. C'est un gros saut dans le vide parce que moi, là, aujourd'hui, j'ai choisi d'aller vers un métier passion, mais j'en vis pas. Et je suis dans une précarité aujourd'hui en étant jeune.
et qui m'oblige aussi à avoir un second métier en parallèle. Donc, Voilà, vous vous vendez dans une grande enseigne de sport. Voilà, c'est ça. Qui est bien classé dans notre Qui est palmarès. bien classé, voilà, exactement. Décathlon pour pas la citer. Voilà. Et c'est un plaisir d'y travailler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette... Ok, je me suis permis de me lancer à mon compte, de faire quelque chose qui me plaît. Mais aujourd'hui, j'en vis pas et je sais très bien que si ça grandit pas, je serai peut-être contrainte un jour peut-être... changer à nouveau dans votre trajectoire. Voilà, c'est ça. Donc ça reste un gros poids. À Bac+5, vous avez dans la formation de vos diplômes, et tous les témoignages qu'on vient d'entendre le disent, vous avez la capacité, quand on est ingénieur, on a aussi la capacité à se remettre à jour, à s'auto-former, à se reformer, à pouvoir entreprendre aussi. C'est vraiment les basiques d'une école On est moins de coincé commerce, y compris dans une école d'ingénieur. Vous pourrez toujours rebondir et vous reconvertir, voire rejoindre le marché du travail dans des jobs qui peut-être dans quelques années auront du sens. Ce qui est nouveau, c'est que la crise sanitaire a quand même engendré une confiance très forte. On a tous fait preuve de grande résilience pendant cette période avec beaucoup d'incertitudes sur sa santé, sur celle des proches, sur la continuation de son emploi. Et il en est ressorti une envie de changement qui fait que non seulement le changement pour les jeunes ne fait pas peur, mais il est appelé. Et c'est aussi pour ça que la crise sanitaire a constitué un catalyseur. C'est que beaucoup se projettent aujourd'hui dans l'idée du changement, alors qu'avant on avait quand même une certaine appréhension quand on parlait de changement, notamment professionnel. Et ce que disait Audrey était tout à fait juste. On n'a jamais eu un chômage des jeunes aussi bas. Donc, un espèce de plein emploi à Bac+5. Donc, forcément, c'est les jeunes qui ont le pouvoir sur le marché du travail. Moi, ils me l'ont dit à Syntec Ingénierie. C'est eux qui recrutent le plus. 40% des jeunes diplômés de grandes écoles vont dans les métiers de la Fédération Syntec. Et ils ont le pouvoir, les jeunes. Et certains vont encore plus loin que ces jeunes qui estiment avoir le pouvoir. Ils viennent de grandes écoles. Et leur objectif aujourd'hui, c'est d'aider les salariés qui sentent cette fracture entre leurs valeurs et leur travail à démissionner. Nous sommes avec Romain Boucher. Vous êtes cofondateur de l'association. Vous n'êtes pas seul. Alors Romain, j'aimerais qu'on commence par parler un petit peu de votre parcours, parce que vous, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, vous aviez le job le plus sexy du 21e siècle. C'est ce que vous disiez dans une lettre ouverte en avril 2021. Et puis vous avez décidé de tout quitter. Pourquoi et comment ça s'est passé ? Alors, c'est pas moi non plus qui le dis, c'est des cadres de la Silicon Valley qui l'écrivent au départ dans la Harvard Business Review en 2012 à propos du métier de data scientist. Et ils le font dans un but, c'est de répandre leur idéologie qui a pour unique oraison, en fait, le progrès technique. Et évidemment, je les cite pour critiquer cette vision un peu archaïque des choses. Et si vous le permettez, je ne vais pas m'étendre sur mon cas personnel parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le mouvement de fond dont on est en train de discuter. Et depuis le début de l'émission que j'écoute, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de confusion entre des considérations très individuelles. On a parlé beaucoup de génération individualiste, d'éco-anxiété, de développement personnel ou de parcours individuel qui promeut une vision très libérale de ce qui est en train de se passer sur le marché du travail. Alors que ce qu'on constate également, alors même si ce n'est pas majoritaire, mais ce qui est très profond, c'est qu'au fil des mouvements sociaux de ces dernières années, on est très nombreux à avoir repris le diagnostic déjà bien établi il y a 50 ans, selon lequel la société industrielle capitaliste qui est construite en fait sur l'exploitation des humains, des non-humains et des ressources naturelles jusqu'à l'éradication des conditions de vie sur Terre. Et ce constat en fait est aujourd'hui au cœur des préoccupations d'un certain nombre de jeunes salariés. Et dès lors qu'on fait ce constat et qu'on mesure la dimension nuisible de son travail au quotidien, on n'a pas d'autre choix que de déserter la guerre en fait qui est menée par les multinationales et les États contre le vivant. Dans notre collectif, chez Vous n'êtes pas seul, on estime que face à cette urgence, les surdiplômés, donc on parlait beaucoup des Bac+5, ont le devoir moral de subvertir leurs privilèges, leur capital social, culturel, symbolique et parfois économique, pour se mettre au service d'une culture de résistance à ces nuisances et qui ne vise pas à aménager le désastre, mais plutôt à y mettre un terme. Oui, on essayait de brosser un peu un panorama de cette jeunesse. C'est ce qu'on observe au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission, c'est que c'est peut-être un kaléidoscope et que il y a des différentes jeunesses avec différentes aspirations. Donc vous, en l'occurrence, vous encouragez à la désertion avec pour objectif de participer à l'offensive écologique en fait depuis le monde professionnel. Comment est-ce que vous aidez du coup des gens qui ont le même type de profil, le même type d'aspiration que vous à démissionner ? Oui, déjà, je vous remercie d'insister sur le caractère offensif du terme désertion qu'on essaye un petit peu de conserver, parce qu'il ne s'agit pas d'une résignation, comme on l'entend souvent aujourd'hui, pour dépolitiser un petit peu les choses.
mais c'est un geste politique fort, c'est-à-dire on ne vise pas une reconversion, on ne vise pas une bifurcation vers un travail, un job moins nuisible, mais on se prépare à riposter contre les nuisances d'un secteur qu'on a bien connu. Donc, comme Gilles Deleuze mentionnait, c'est fuir, mais en fuyant, chercher une arme. Et donc, notre vocation, c'est de prêter main forte à toutes ces personnes, les travailleuses, les travailleurs qui souhaitent attirer l'attention sur le rôle structurel de leur secteur d'activité dans le ravage écologique et social. Mais il est vrai qu'on s'adresse effectivement d'abord aux surdiplômés, pour qui on estime que c'est un devoir moral pour plusieurs raisons. C'est que les cadres, d'une part, ont un pouvoir de nuisance bien plus important que les salariés de la classe populaire. Ils sont la courroie de transmission du pouvoir entre ceux qui possèdent en haut et ceux qui produisent en bas. Et puis, ils possèdent ces filets de sécurité dont on parlait tout à l'heure, le capital économique, social, culturel, symbolique, qu'ils peuvent subvertir et qui leur permet de rebondir et de faire ce pas de côté. Donc la façon dont on aide les révoltés solitaires, c'est on les aide à enquêter sur les nuisances de leur secteur, de leur organisation ou même de leur poste très précisément, que ce soit directement par des destructions d'écosystèmes ou de biens communs, ou par la promotion de fausses solutions technicistes sur leur secteur d'activité. Et notre seconde vocation est effectivement de mettre en réseau ces personnes, ces déserteuses, ces déserteurs, pour procéder à une critique radicale depuis l'intérieur de la société industrielle et puis d'être aussi une passerelle vers des archipels de résistance et des modes d'organisation en dehors des institutions. Très rapidement, Romain, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais vous avez un discours politique très structuré. Comment vous vous considérez? Est-ce que vous vous considérez comme un mouvement un peu révolutionnaire avec une dimension même politique à terme? Aujourd'hui, je dirais honnêtement, comment ne pas être révolutionnaire face à l'ampleur du désastre? Pour paraphraser un ouvrage bien connu des milieux contestataires, toutes les raisons de faire une révolution sont là. Il n'en manque aucune. Et toutes les raisons sont réunies, mais ce ne sont pas les raisons qui font les révolutions. Effectivement, ce sont les corps, et les corps, aujourd'hui, sont devant les écrans. Et ce qu'on pense chez Vous n'êtes pas seul, c'est qu'il est trop tard pour avoir de l'espoir, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du courage, et c'est ce qu'on essaye d'insuffler en fait aux révoltés solitaires qui sont isolés aux nuisances de leur secteur d'activité. Bien, merci beaucoup Romain Boucher. Je rappelle le nom de votre association, Vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce que ça vous inspire, Béranger, cette initiative? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce discours qui est quand même radical, révolutionnaire, très, très politique, très militant? Alors moi, je ne suis pas politique du tout, ouais. mais non, je m'y retrouve. Je reconnais des réflexions que j'ai eues. Je sens aussi l'urgence dans son discours. Moi, je ne suis pas politique, donc j'aurais bien aimé quand même connaître cette association. Ça aurait pu vous aider, vous pensez? Ouais. Bah oui, c'est clair pour le réseau qu'il évoquait. Vous pouvez encore rentrer en contact avec eux. Mais... Oui, bien sûr, oui. Non, avec plaisir. Mais oui, si j'avais connu cette association, c'est sûr que ça m'aurait donné plus de billes pour sauter le pas, ça c'est clair. Oui, et vous vous retrouvez, parce qu'il y a une dimension assez radicale, on n'a pas eu tout à fait le temps d'en parler, mais Romain Boucher, à travers l'association, propose même d'enquêter sur les entreprises, de chercher ce que les entreprises font mal, des informations parfois compromettantes, dimension pour le coup, même à la limite de la légalité, avec quelque chose du lanceur d'alerte. Oui, alors, il y a des gens qui peuvent faire ça, qui font ça. Je pense que pour avoir essayé de me rassurer quand même avant de passer à l'étape de la démission, moi je me suis renseigné auprès de mon entreprise, auprès du secteur, pour voir ce qui était en cours, qu'est-ce qui était fait. Mais il y a quand même des structures qui existent, qui sont cadrées, qui sont inscrites dans le système, qui suivent des objectifs politiques de lutte pour l'environnement, qui sont peut-être insuffisants, ça je suis d'accord. Maintenant elles existent, donc je ne pense pas que détruire, pour moi, détruire tout ce système qui emploie beaucoup de gens, qui permet en fait à la société de vivre comme on vit, de les détruire de l'intérieur, je ne pense pas que ce soit l'idée, c'est plus de les faire évoluer de l'intérieur. Donc si jamais ces gens qui sont à l'intérieur, ils peuvent faire évoluer des process, ils peuvent faire évoluer des contrats et toutes ces choses qui peuvent être contestées, tant mieux, il faut le faire. Maintenant, détruire de l'intérieur, je pense que c'est un peu fort.
Alors on va continuer à parler de ces jeunes qui cherchent à donner du sens à leur travail. On va retrouver Arthur Vidal qui est en visio avec nous. Bonjour Arthur. Voilà, on le voit, vous êtes auvergnat, ça s'est marqué sur votre pull. Vous avez 30 ans, vous avez été collaborateur parlementaire pendant quelques années à l'Assemblée nationale et vous avez décidé de changer de vie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, bonjour, exactement. Alors, moi, après mon passage parisien par l'Assemblée, j'ai décidé de revenir dans mon département d'origine, à savoir le Cantal, pour y créer une enseigne d'épicerie fine et de distribution de produits gastronomiques que je sélectionne exclusivement auprès de producteurs fermiers, donc pour la partie frais, et ou artisanaux pour la partie sec, qui sont un petit peu partout sur le territoire France, avec pour idée de mettre en avant ces savoir-faire qui sont souvent séculaires en termes de production alimentaire et en faire bénéficier le plus grand nombre. L'idée, c'était de se reconnecter au terroir, à votre territoire aussi. C'était une façon de retrouver un sens que vous vouliez retrouver dans cette reconnexion avec vos origines. Oui, totalement. Alors l'idée, elle était double. C'était déjà me permettre d'aller vers un secteur d'activité qui correspondait à un centre d'intérêt, j'ai presque envie de dire à une passion, à savoir la production alimentaire et notamment le côté production agricole qu'on peut avoir un petit peu partout en France, et de coupler ça avec la possibilité de revenir aux racines, on va dire, et de revenir m'installer dans mon département d'origine que j'avais quitté depuis une dizaine d'années, où j'ai toujours su que je reviendrais d'une manière ou d'une autre. On est malheureusement ici confronté à un certain nombre de difficultés en termes d'emploi et d'employabilité des jeunes, dû au tissu économique et au faible nombre d'opportunités, on va dire, qu'on peut trouver dans nos territoires les plus ruraux. Donc c'était aussi par ce biais-là, créer mon activité et me permettre de me réimplanter ici et de revenir vivre et travailler au pays, on va dire. Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus de sens dans ce que vous faites aujourd'hui par rapport à ce que vous faisiez auparavant? Est-ce que ça vous fait voir, je ne sais pas, le monde politique parisien comme un peu déconnecté? Quels enseignements vous tirez des comparaisons entre les deux? C'est un petit peu compliqué de faire des parallèles parce que c'est deux activités qui sont vraiment totalement différentes. Évidemment, je le fais aussi. J'ai pris cette décision-là, on a pris cette décision-là de retour dans le Cantal avec ma compagne par rapport à un certain nombre d'aspects de la vie parisienne, au-delà même de l'activité professionnelle qui ne me convenait plus. L'impression aussi d'être souvent dans des relations qui étaient assez fausses, de devoir satisfaire pour plus d'évolution professionnelle un certain nombre d'us, de coutumes qui ne me convenaient pas, et de constater autour de moi aussi, et ça a été vraiment la chose la plus importante, j'ai envie de dire la déconnexion d'un certain nombre des personnes que je pouvais fréquenter jusque-là, qui n'est malheureusement même pas tellement de leur volonté, mais qui finit par être inévitable, parce que quand vous passez votre semaine, et je sais que c'est des semaines intenses, uniquement entouré de gens qui font la même chose que vous, qui pensent globalement comme vous et qui ne sont pas confrontés aux problématiques, aux difficultés du reste de la nation, et bien on a vite tendance à s'enfermer dans ce schéma-là, et je trouve que c'est dommageable, notamment de la peur, pour des gens qui sont, et moi tout petit niveau à l'époque, mais censés contribuer au débat public et notamment à la construction des politiques publiques. C'est vraiment problématique de ne plus être quasiment de son quotidien à hauteur de la vie du reste des Français, quoi. Merci beaucoup Arthur Vidal pour votre témoignage et bon courage dans le lancement de votre activité et dans cette épicerie fine dans le Cantal. Merci beaucoup. Cette dimension de reconnexion aussi avec le territoire, avec le terroir, la fuite des grandes villes, est-ce que c'est quelque chose que l'on a vraiment vu après le Covid ou pas? Parce qu'on se rappelle, il y avait eu cette espèce de fuite. Et puis, est-ce que les gens sont revenus? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on l'a vu, mais dans un milieu relativement favorisé. C'est-à-dire c'est une mobilité de métropole à métropole. Donc, on quitte Paris pour aller
globalement, en majorité, pour aller sur Lyon, sur Bordeaux. Il faut quand même rappeler que le télétravail n'est éligible que pour un tiers des salariés, donc il faut pouvoir le faire, et c'est effectivement 75% des cadres. Donc la mobilité est surtout possible, encore une fois, quand on en a les moyens. Par contre, pour revenir sur ce que disait monsieur sur la déconnexion, on peut reprendre l'exemple de façon tout à fait neutre du président de la République qui dit pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue. Factuellement, aujourd'hui, il a raison. En revanche, question que les politiques ne se posent plus, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière les murs? Est-ce que ça donne encore aujourd'hui envie? Et comment faire pour que ce qu'il y a derrière les murs donne envie justement de traverser la rue pour aller dans ce travail plutôt que de vivre de la débrouille ou de l'entrepreneuriat. Et c'est là où il y a un petit peu une déconnexion, c'est qu'on a tendance encore une fois à analyser le travail, qu'on soit de gauche ou de droite, avec les repères qu'on a eus pendant des années, et que ce sont des clés qui ne suffisent plus. Cette dimension de sens, cette dimension de pouvoir se projeter, de pouvoir se former à d'autres activités, d'élargir le champ des possibles, est aujourd'hui fondamentale, en particulier chez les jeunes. Étienne Glaess, en fait, c'est complètement la fin des bullshit jobs. On veut un peu tout, finalement. Oui. Si on vous suit, on veut. Alors, on veut bien sûr, c'est pas open bar. Il y a un DRH qui me disait de L'Oréal, Benoît Serre disait effectivement le problème qu'il va y avoir surtout avec la dimension télétravail, où d'abord mon organisation personnelle, moi d'abord, au lieu de ce que je peux apporter à l'entreprise, on est quand même dans un contrat de travail de subordination. Une des clés de tous les témoignages qu'on a entendus, je mets Romain Boucher de côté parce qu'il a sa critique radicale du système, mais il y a quand même cette idée de tous les témoignages qu'on a entendus de reprendre en main son destin professionnel et en possédant peut-être de A à Z ce qu'on fait. Dans les grandes entreprises, vous êtes un pion ou un élément et peut-être que vous ne voyez... Vous êtes un rouage, oui. Voilà, vous êtes un rouage, donc il y a un peu ce sentiment-là. Alors dans une PME, c'est moins vrai parce que vous êtes un peu touche-à-tout, mais à Bac+5, est-ce qu'on veut aller bosser pour des petits salaires dans les PME? On a du mal à faire venir dans les territoires, là où il y a nos PME, des Bac+5, des ingénieurs. Il y a un dispositif qui s'appelle VTE, volontariat territorial en entreprise, pour les jeunes. Et puis, je pense que quand on est entrepreneur, qu'on devient... on crée son petit business, son épicerie, on maîtrise de A à Z son projet, on devient un consultant, un coach à son compte, on maîtrise. C'est bien le problème, c'est que aujourd'hui on a des emplois, mais un emploi ça a moins de sens qu'un métier. Un métier, vous le possédez. Voilà, un emploi, c'est peut-être lui qui vous possède. Pour retrouver du sens, un métier ça a du sens, un emploi ça en a peut-être moins. Sauf celui que vous voulez bien mettre, parce que en fait, comme tous les métiers, le métier il a le sens que c'est vous qui apportez le sens. En soi, tous les métiers sont répétitifs. Même un comédien qui joue 150 fois sa pièce, c'est répétitif, ça n'a pas de sens. Sauf le sens que vous mettez vous. Pour conclure, je voudrais qu'on termine cette émission avec un bref tour de table sur qu'est-ce que vous attendez, vous, vraiment aujourd'hui, Béranger, de votre carrière. Qu'est-ce que c'est pour vous, votre métier, votre job de rêve? Mon job de rêve, j'espère que je vais arriver. Je pense que c'est toujours quelque chose, on court toujours un peu derrière. Par contre, le sens qui est associé, lui, il est très important. Je pense qu'on est une génération, nous, un peu plus jeunes, qui avons des responsabilités à prendre face à la crise qui a déjà commencé et qui va s'empirer dans les années à venir. Et je pense que c'est un sens qui est très beau et noble. Et donc, moi, je suis content d'être allé sur cette voie-là parce que je pense que ça va me nourrir pendant certainement toute ma vie. Pour avoir une utilité environnementale. Ouais. C'est ça votre objectif. Manon, vous, votre objectif de carrière, votre job de rêve? Mon job de rêve, ça serait déjà la liberté, pour avoir la liberté d'être soi aussi en tant que personne avant d'être un professionnel. Ça va être aussi la mission de vie. La mission, en fait, par son métier, par le sens qu'il y a ce métier, ça va être d'accompagner le monde, en fait, d'accompagner, moi, dans mon métier, des personnes à être plus épanouies au quotidien. Aussi à se reconnecter à la nature, donc tout ce côté environnemental qui pour moi aujourd'hui est une cause mais primordiale et hyper importante, et l'accomplissement de soi aussi. Alors, très très rapidement, parce qu'on m'a déjà dit c'est fini, mais bon, c'est pas parce qu'on n'est pas de la même génération que vous n'avez pas le droit d'avoir quand même des rêves. Romain Ben David. Moi, je dirais que le sens au travail, c'est avant tout le sentiment de produire une œuvre, qu'on soit menuisier, ingénieur, cadre. Et c'est la différence avec les bullshit jobs, c'est avoir le sentiment qu'on a produit quelque chose qui sera utile. Et Étienne Glaess, le mot de la fin là-dessus? Moi, j'ai fait ce métier de journaliste, je rêvais depuis tout petit. C'est pour apprendre, et je continue à apprendre et apprendre. Apprendre des gens, et puis apprendre à mon public qui veut bien nous faire le plaisir de lire. Voilà.
Un plaisir que nous partageons tous les deux, en tout cas, hein, effectivement, apprendre tous les jours, apprendre aussi aux autres ce que l'on a compris et échanger. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce débat et pour tous ces échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 20 ans en 2022 qui sera consacré au rapport des jeunes au sport. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.